Y a-t-il une unité de la conscience? Thèse. La conscience est une, sans quoi l'on ne pourrait pas se percevoir comme sujet. Antithèse. La conscience change sans cesse et passe par différents états. Thèse. Il y a une unité de la conscience. En effet, s'il n'y avait pas d'unité de la conscience, je n'aurais pas le sentiment d'être un sujet pensant. Les états de conscience peuvent varier d'instant en instant. Ils sont toujours unifiés sous l'enseigne d'un même moi. Premier argument, la conscience est synthétique. La conscience réunit mes différentes perceptions, expériences et connaissances en les rapportant à l'unité d'un sujet, d'un moi. Par exemple, ma conscience n'est pas prise dans l'instant présent, mais elle relie mon passé à mon présent et anticipe l'avenir. C'est ainsi que malgré le temps qui passe, j'ai l'impression d'être une seule et même personne. Deuxième argument, la conscience unifie. La conscience unifie aussi les perceptions et les connaissances. Elle rassemble et organise tout ce que je ressens et tout ce que j'apprends. Cela me permet d'accumuler expérience, savoir et savoir-faire. Par ailleurs, même si je passe par différents états de conscience, par exemple de la rêverie à la concentration, de l'attention aiguë à la quasi-inconscience, j'ai toujours le sentiment d'être un seul moi. Troisième argument, la conscience est autonome. Pour Bergson, la conscience se définit comme durée, comme intériorité. Elle s'oppose au monde objectif qui est celui de l'étendue et de l'extériorité. Elle est une réalité spirituelle autonome qui se distingue radicalement du monde matériel qui a ses propres lois. Il est donc faux de dire que la conscience est informée par le dehors, qu'elle ne possède pas d'unité en soi. En bref, le rôle de la conscience est de rassembler les perceptions, l'expérience, le savoir sous l'unité d'un moi. Malgré la diversité de mes états de conscience, j'ai toujours le sentiment d'être moi. Antithèse, il n'y a pas d'unité de la conscience. En effet, les états de conscience se succèdent sans se ressembler. J'ai des perceptions plus ou moins claires et toute une partie de mon psychisme m'échappe. Pour toutes ces raisons, on ne peut pas parler d'unité de la conscience. Premier argument, la conscience change sans cesse. Dans Principes de psychologie, William James analyse la conscience. Il souligne que celle-ci se caractérise par une mobilité, par un flux continuel. La conscience ne cesse de changer. Les états de conscience se succèdent et ne sont jamais identiques. Ma perception des choses, sur moi-même, n'est jamais deux fois la même, parce que mes émotions, mon attention, le contexte varient. Deuxième argument, la conscience a des niveaux. Leibniz et la psychologie classique ont admis l'existence de niveaux de conscience. Ainsi, à côté de la conscience claire et vigilante, il est des états où la conscience est plus ou moins vague. C'est par exemple le cas de l'état de semi-conscience du sommeil, des perceptions vagues et confuses que Leibniz nomme petites perceptions et que nous enregistrons sans en avoir vraiment conscience. Troisième argument, le psychisme n'est pas uni. Freud a rompu l'unité du psychisme en montrant l'importance de l'inconscient. L'inconscient, ce ne sont pas seulement les pulsions dont je n'ai pas conscience, ce que Freud appelle le ça, il englobe aussi le surmoi, l'autorité que j'ai intériorisée, et une partie du moi. Toute une partie de mon moi m'échappe donc. Les névrosés ne parviennent pas à percevoir l'unité de leur moi. En bref, je ne connais jamais deux états de conscience identiques. Il y a des niveaux de conscience et un inconscient qui empêche à la conscience d'être unie. Synthèse. On ramène souvent le moi à la conscience. Or, celle-ci n'en est qu'une partie. Si le moi englobe tous les états psychiques et peut donner l'impression de varier, la conscience, elle, en tant qu'unité constituante de toutes mes représentations, est une. Elle est, selon Kant, la forme de toute pensée, l'instance qui dit je, même si je suis amnésique ou névrosé. La conscience est donc le sujet de la pensée, celui qui pense, mais aussi celui qui pense de manière réflexive sur ses pensées, que Kant nomme transcendantal, parce qu'il se distingue du moi empirique, celui que je suis devenu en fonction de mon histoire, des influences extérieures, et qu'il préexiste à tout objet. L'indépendance de la conscience sera toutefois remise en question au XXe siècle, notamment par la psychanalyse. Note et commentaire. Conscience. Il faut distinguer la conscience comme connaissance immédiate, sans réflexion du monde et de soi-même. De la conscience morale, faculté qui nous pousse à faire des jugements moraux. On peut également distinguer la conscience spontanée, celle qui accompagne mes représentations et mes actes, de la conscience réfléchie, c'est-à-dire la conscience que j'ai conscience d'être.